Un éventuel lâchage de l'Ukraine, partiel, est-ce que c'est la répétition générale d'un lâchage de l'Europe ? Notre lâchage. Il faut lire ce qui se dit, c'est l'enquête de NBC sur les sources du Pentagone. Le Pentagone entreprend une restructuration importante des commandements et quartiers généraux de l'armée américaine. L'un des projets envisagés indique 2 responsables de la défense consisteraient à abandonner le rôle de commandant suprême des forces alliées en Europe. Ça paraît inouï. C'est toute l'histoire depuis 1949 de l'OTAN. Vous la connaissez de si près que Trump abandonnerait. Oui, ça c'est un abandon de chez abandon. Bon, Trump, il nous a habitués à l'abandon. Il a abandonné l'Afghanistan, c'est son truc. Mais à ce point-là ? À ce point-là, oui. Alors, ce qu'il y a, c'est quand même... je pense qu'il n'a pas compris que soit il est dans l'OTAN, soit il n'y est pas. Et la logique des Européens serait de dire, attendez, vous vous retirez, alors c'est dehors. C'est tout le monde dehors. Vous ne pouvez pas garder une base aérienne à Ramstein. Si vous n'êtes plus Aircom, le commandant des forces aériennes de l'OTAN, vous quittez Ramstein, tout le monde dehors. Plus d'achat d'F-35 alors. Et plus de F-35 et plus de 6e flotte à Naples. Vous allez où vous voulez. Et le résultat, c'est s'il va trop loin, à ce moment-là, c'est parce que là, il veut les deux. Il veut se soulager un petit peu, mais quand même garder la main. Vous croyez que les Allemands oseront, les Italiens oseront dire dehors les Américains de Ramstein, dehors de Naples ? Non, aujourd'hui non. Mais aujourd'hui, non. Au bout de 10, 15, 20 ans, avec un lâchage assez assumé, continue, pourquoi pas, bien sûr. Surtout s'il y a une alternative. Mais permettez-moi quand même de souligner quelque chose. Louis Sarkozy, si vous dites à Donald Trump, dans 10, 15, 20 ans, il vous rit au nez. Non, au contraire, si on dit aux Allemands, pardonnez-moi, si on dit aux Allemands, si la méthode Trump, c'est-à-dire l'Europe n'est vraiment plus l'intérêt, et ce qui compte, c'est l'Indo-Pacifique, se concrétise avec des administrations qui le suivent, bien sûr que les Allemands et les Italiens, dans 10, 15, 20, 30 ans, auront à régler cette équation. Mais pardonnez-moi sur un point. Qui est surpris de cette déclaration ? Depuis le pivot vers l'Asie de l'administration Obama, confirmé par l'administration Trump 2016, confirmé par l'administration Biden, confirmé par l'administration Trump 2024. Tout à fait, Louis Sarkozy. Rappelez-vous, avant, il y a encore quelques mois, l'OTAN, en tant qu'OTAN, disait nous avons un adversaire stratégique en la personne de la Chine. Il considérait que l'OTAN était toujours une machine de l'Occident libéral contre la Chine. Donc en réalité, oui, il y a quand même un changement. Il y a un lâchage de l'Europe. Je dirais qu'il y a une accélération et pas un changement fondamental. La Chine, comme vous le soulignez très justement, c'est la menace pour les États-Unis. L'Ukraine, la Russie, les moins. Mais ce que Trump ignore, c'est l'avantage que l'Amérique retire à l'OTAN et le fait qu'en réalité, leur présence à l'OTAN ne leur coûte pas cher. La vérité des prix, c'est que c'est pas cher comme ticket. Et pendant ce temps-là, il s'assure un groupe de potes qui est quand même la première puissance économique mondiale, une vraie puissance militaire, même si on s'en rend pas compte. C'est mieux de les avoir comme amis que comme... Alors, pas ennemis, on ne sera pas ennemis, mais comme... Donc, c'est ça que, par exemple, la défense antimissile balistique des États-Unis, elle commence en Europe. Si on lui dit, mais vous remballez vos missiles et vos radars, eh ben, ils attendront les missiles à l'arrivée sur New Jersey, au lieu de les flinguer à la montée. La disproportion, regardez les chiffres, vous les connaissez mieux que tout le monde, mais enfin, pour qu'on les ait vraiment sous les yeux, la puissance militaire américaine, l'investissement colossal des États-Unis, on va afficher les chiffres des armées, dont les armées américaines. Regardez, où on voit que les États-Unis sont tellement loin devant, avec leur, à peu près, ça va vers les 900, ça va petit à petit à 900 milliards de dollars. Et il faut descendre extrêmement vite ensuite. Les Anglais, les Français, les Allemands. Alors il y a les puissances nucléaires, bien sûr, Royaume-Uni et France, mais en dehors de ça, qui peut prendre le relais ? C'est trompeur, ce calcul. Déjà, sur les 900 milliards, vous retirez un tiers de gaspillage et de corruption. Donc en réalité, c'est 600 milliards, en vérité matérielle. Attendez, il y a un tiers de gaspillage et de corruption dans l'armée américaine. Et ça, c'est modéré encore. Mais le Pentagone est connu pour être le plus grand gaspilleur d'argent public au monde. Et c'est pour ça que les gens qui sont même plus à droite que Trump et Musk sur la question, par exemple, de réduire la taille du gouvernement, disent « Oui, c'est très bien, vous avez fait sauter l'USAID. Fascinant. Quand est-ce que vous vous attaquez au vrai problème ?» Attendez, il va plus loin. Il dit corruption. Oui, il y a de la corruption. Oui. Mais ils ont déboursé 1500 milliards de dollars pour l'Afghanistan. Il y a la moitié, ils ne savent pas où c'est. Bien sûr. C'est dans des entreprises américaines qui s'en sont mis plein les fouilles et qui n'ont pas payé d'impôts dessus. Enfin bon, ouais, pour en revenir à ça. Quand on vous entend, pardon, Michel Yakovlev, on a l'impression qu'ils ne se comportent pas depuis maintenant, mais depuis des années, selon vous, comme des voyous.
Alors, bon, Trump c'est un voyou beaucoup plus facile que les autres, mais les autres, donc, voyou, c'est un grand mot. Pour Obama, non. Mais je me rappelle vous avoir entendu dire... Vous avez sorti ces statistiques. Vous avez dit qu'il raquette les Européens. Ah oui. Raquette les Européens. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas un comportement, c'est un comportement de voyou, le raquette. Oui, c'est du raquette et de l'extorsion de fonds. C'est l'extorsion qu'il pratique depuis 2000 sur toutes nos entreprises. Donald Trump, le président des États-Unis, n'est pas un voyou, mais il se comporte pour maximiser l'intérêt de son propre pays au détriment des autres. En d'autres termes, il se comporte comme tous les chefs d'État de tout État puissant de toute l'histoire humaine. Il n'y a jamais eu d'État moral et d'État amoral. Tous les États sont après leurs intérêts. Et Poutine et Trump et Emmanuel Macron ici, leur seule vraie différence fondamentale, c'est leur capacité et pas leur moralité ou leur volonté. Donc non. Mais sur la corruption du Pentagone, c'est très intéressant parce que quand vous vous plongez dans ces rapports de dépenses que personne au monde ne lit, enfin c'est des choses qui sont publiques, mais personne ne plonge dedans. On découvre par exemple que pour l'achat d'une vis d'un hélicoptère de type Apache américain qui devrait coûter dans le moindre magasin 30 ou 40 $, est acheté pour 3 000, 4 000, 5 000. Et personne ne sait où va cet argent. C'est vraiment un puits sans fond. Et personne ne s'est vraiment encore attaqué à ce problème. Le résultat, aujourd'hui, est-ce qu'on se retrouve seul? C'est-à-dire, vous dites, tout à l'heure, je vous entendais dire dans 10 ou 20 ans. Mais la Russie, elle est là maintenant. Elle sera aussi d'ailleurs dans 20 ans, mais elle est là déjà maintenant. Est-ce que l'Europe de l'Ouest risque de se retrouver en partie démunie devant une Russie très armée? Seul, oui, de plus en plus. Démunis, non. Je veux dire, on n'est pas démunis, les Européens. Et on est de plus en plus unis. Il y a un grand choc psychologique. De ce point de vue-là, on peut peut-être rendre hommage à Trump. C'est qu'on a compris depuis quelques semaines, je vois les Polonais, par exemple, il y a l'émergence d'une conscience européenne qui était inenvisageable il y a un mois. Pardon, attendez, ça c'est la façon polie de dire, vous êtes très élégante, mais façon moins polie, ça sonne quand même affolement. Regardez, quand vous avez un sommet tous les 2 jours à Londres, à Paris, à Bruxelles, comme s'il fallait en quelques jours rattraper 20 ans d'impréparation, c'est de la panique. Est-ce que l'Europe se retrouvera seule face à ses adversaires? J'espère. J'espère que le retrait américain va se concrétiser, notamment pour la France, qui argumente sur l'indépendance stratégique depuis 4 ou 5 décennies. Il y a ici une opportunité monumentale pour notre pays de jouer un rôle diplomatique, politique, militaire en Europe bien plus conséquent. Si le retrait américain de l'OTAN se concrétise, la France jouera un rôle infiniment plus important parce que nous avons la légitimité de le faire à travers notre argumentation sur l'autonomie stratégique, parce que nous avons la bombe, parce que notre démographie, bien qu'elle ne soit pas idéale, est bien meilleure que d'autres pays. Donc j'espère, le retrait américain serait une bonne chose sur le long terme parce que la menace de la Russie face à son intérêt vitaux, en vérité, n'est pas très réelle, en vérité. Mais par contre, l'opportunité stratégique est immense pour la France. Est-ce que vous reconnaissez là le rôle d'Emmanuel Macron qui, depuis 2017, a toujours tiré cette sonnette-là d'alarme? Oui, de ce point de vue-là, il est cohérent. Et alors, il est le descendant d'une certaine tradition. Je veux dire, c'est pas avec Macron qu'on a découvert ces choses. Bien sûr. Mais sauf que la courbe descendait. Oh non. Bah oui, la courbe descendait. Non. Oui, Macron a été beaucoup plus affirmatif là-dedans. Il est cohérent. Français, on comprendra. Et puis, non, ne faites pas les snobs avec nous. Affirmatif. Oui. Enfin, bon, bref. Déterminé, énergie. Ouais. Et puis, c'est vrai que à partir du moment où il est arrivé aux affaires, il a relancé la machine militaire. Le budget, et progressivement, on a comblé des brèches et ça va beaucoup mieux. Quand vous voyez l'image hier du président de la République sur la base de Luxeuil, avec le Mirage et le Rafale, est-ce que ça voudra dire un effort colossal? Ce que vous dites, ça a du panache, mais il faut payer derrière. Oui. L'amiral Vichot dit on est à 200 têtes nucléaires. Pour être un parapluie très convaincant à l'échelon européen, il en faudrait 1000. On est dans un autre ordre de grandeur. En termes de dépenses, c'est colossal. Il en faudra plus, mais le quadruplé, on n'est pas si sûr, parce qu'en vérité, fondamentalement, il ne faut pas forcément un changement d'ogive ou une décuplation des numéros. Il faut juste un changement de doctrine. Il faut faire une conférence de presse où le président de la République dit peut-être que les intérêts vitaux de la France, ça couvre aussi la Pologne.
Et en maintenant une ambiguïté assez complète, telle qu'est notre historique sur ce sujet-là, et la chose sera relativement faite. On n'a pas besoin d'avoir 1500 ogives et de les mettre à Varsovie et de les mettre en Roumanie. On a déjà les nucléaires, ils peuvent déjà taper de n'importe où, on peut déjà raser Moscou de la carte, et ça suffit. Ça suffit pour empêcher une guerre conventionnelle, et ça suffit pour empêcher une invasion russe des pays qui sont les alliés de la France. Général. Oui, entièrement d'accord. C'est pas compliqué. Prenons la carte du rideau de fer, c'est-à-dire on réfléchissait en termes de guerre froide. À l'époque, il y avait un investissement très important, il y avait beaucoup plus de moyens quand on voit de quelle façon le front, en quelque sorte, s'est déplacé vers l'Est. Ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Le front est plus lointain. Regardez, 1989-2025, voilà. Qu'est-ce qui change par rapport à la guerre froide? D'abord, est-ce qu'il est vrai qu'on est beaucoup moins près qu'on ne l'était jusqu'en 1989? Oui, jusqu'en 1989, oui, on était prêts à faire la guerre là, dans les régiments. On avait l'escadron de disponibilité opérationnelle, une unité sur 4 prête à bondir. Au sens, les hommes passaient le week-end, ils n'étaient pas en permission, ils étaient là et les chars étaient garés en dessous. Mais vous avez vécu ça, ce moment où on imaginait vraiment mais on l'imaginait au sens propre que les chars soviétiques déferlent sur l'Allemagne. Tous les ans, les régiments faisaient un exercice où on allait chercher les munitions au dépôt. Donc oui, on était beaucoup plus près à l'époque que maintenant. Mais pour en revenir à la carte, vous dites ça, le front s'est déplacé. Il y a une erreur ontologique là, c'est que dans cette période au début de ma carrière d'officier, c'était un front. Là, je suis allé à Berlin donc j'ai vu Checkpoint Charlie. Et après, la ligne jaune sur votre carte, pour nous, c'est pas un front. C'est une simple frontière, c'est si j'ose dire, la fin de l'OTAN. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Poutine qui a dit que c'était un front. Oui. C'est lui qui l'a frontalisé. Nous, on n'était pas du tout dans une logique de confrontation. C'est pas vrai. C'est la propagande de Poutine qui présente ça comme une agression. Et puis, c'est une merveilleuse opportunité. Cette carte est une merveilleuse opportunité pour répondre à certaines personnes de droite. Et ça me fait mal au cœur de dire ça, soyons même de droite. Vous avez un cœur de gauche, Louis Sarkozy. En cherchant bien. Vous êtes bien le seul à le dire, Monsieur Rochemain, mais j'apprécie quand même. Venant de vous, ça doit être un immense compliment. Qui disent que c'est en vérité, l'OTAN est une menace pour la Russie. Regardez comment les frontières sont déplacées vers l'Est. Mais l'OTAN est alliance défensive par définition. N'est pas une menace envers la Russie, c'est exactement le contraire qu'est la vérité. C'est les États voisins de la Russie qui se sentent menacés et donc, par leur propre libre arbitre, choisissent de rejoindre l'OTAN. Qui n'a pas entretenu une seule guerre offensive de son histoire, qui n'a jamais été dédiée pour faire une guerre offensive de son histoire. Mais pardon, vous déviez un peu la réponse. Je vous pose la question plus brutalement. Pendant toute la guerre froide, on s'est dit, en regardant cette carte, demain, les chars russes, les chars soviétiques peuvent tenter de déferler sur l'Allemagne. Pourquoi ne se dit-on pas la même chose aujourd'hui? Il y a beaucoup moins de chars grâce aux Ukrainiens déjà, donc on a un petit peu de temps devant nous. À l'époque, jusqu'en 90, en gros, alors, on aura eu des signes avant-coureurs. Il y a eu un moment où on disait, après Prague, la Tchécoslovaquie, 1968, le délai d'alerte face à une attaque surprise russe est de 17 heures. 17 heures entre le moment où l'enseignement dit « ils arrivent » et le moment où ils franchissent la frontière. On était dans une autre situation que maintenant. Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement? La menace russe, et le général ici a parfaitement raison, la menace russe est infiniment moindre aujourd'hui. On le sait. Mais nos moyens sont moindres aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais la menace russe, aujourd'hui, il faut le dire, les chances d'une guerre conventionnelle avec la Russie sont quasiment inexistantes. Ça n'existe pas. Elle reste une menace. Elle reste une adversaire, parce qu'aujourd'hui, la guerre, vous savez, c'est quelque chose d'hybride. Le général pourrait l'expliquer infiniment mieux que nous. Je vous interroge, je me permets d'insister. Il y a quelque chose dans le raisonnement qui m'échappe un peu, en toute franchise. Pourquoi est-ce qu'en 1987, par exemple, on disait c'est une possibilité très concrète, et que maintenant vous allez dire non, n'exagérons pas, les chars ne peuvent pas attaquer. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Leurs capacités sont moindres aujourd'hui qu'à l'époque. Leur volonté, s'ils avaient les mêmes capacités, leur volonté serait tout aussi inquiétante. Mais leurs capacités sont bien moins de chars en Europe de l'Ouest. Oui, mais si vous voulez, jusqu'à la fin du pacte de Varsovie, il y avait une masse de manœuvres soviétiques avec les pays, les satellites. Il y avait des quantités invraisemblables de matériel, il y avait une structure de commandement, il y avait de la planification. On parlait d'un assaut massif sur 1500 km de front. Oui. Aujourd'hui, la Russie n'a pas ces moyens-là, très clairement. Et une différence idéologique aussi, Monsieur Rochemain, et vous avez raison de nous presser là-dessus, c'est qu'à l'époque, un des objectifs assez assumés de l'Union soviétique, c'était de
de propager le communisme international partout. Et cet État, l'Union soviétique, visait la déstabilisation des pays de l'Occident et l'installation de régimes communistes. C'était ancré dans son ADN. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, la Russie de M. Poutine rêve d'un empire qui serait plus ou moins historiquement slave ou russe, qui menace certes ses voisins, mais qui ne veut pas, en tout cas pas assumer, dire qu'elle veut faire tomber le gouvernement français et le remplacer avec un gouvernement poutiniste. Cette menace n'existe plus. À l'époque, c'était une vraie menace. Le Parti communiste, comme vous l'avez rappelé à moult occasions, était une immense menace aussi, ou plutôt une immense force politique en France. Ce qui a changé aujourd'hui, il faut revenir à l'actualité très immédiate, c'est cette menace que Trump quitte même l'OTAN. Certains disent qu'il pourrait aller encore plus loin, être une forme d'allié des Russes, ou en tout cas, disons, de connivent avec les Russes. Les Russes s'en réjouissent. Medvedev, sur son ton toujours un peu... comment dire, je vous laisse l'adjectif. L'appel téléphonique entre les présidents Poutine et Trump a confirmé une idée bien connue. Seule la Russie et l'Amérique étaient au menu. Au menu, on revient à l'image de Zelensky, au menu des entrées légères, choux de Bruxelles, fish and chips britanniques et coq de Paris. Le plat principal est une côtelette à la Kiev. Bon appétit. On sent cette jubilation des Russes de se dire, au fond, les Américains sont nos amis. Et on a une partie de la droite française, après de déclarations comme ça, qui nous explique que la Russie est alliée historique et que ce n'est pas du tout des adversaires. Le ministre, M. Lecornu, a parfaitement raison quand il souligne qu'il n'y a pas un officier d'état-major français qui ne pense pas que la Russie est une menace. Il n'y a pas un officier de renseignement français qui ne pense pas que la Russie est une menace. Et j'ajouterais, il n'y a pas un membre du gouvernement russe qui ne pense pas que la France est une menace ou un adversaire. Et il n'y a qu'une partie de la droite française qui se trompe là-dessus. Effectivement, cette déclaration est exactement ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire un scandale. En est-on là? C'est-à-dire, est-on au point où les Russes et les Américains peuvent effectivement s'entendre assez bien? Ils s'entendent. Ça se passe bien, là, pour l'instant. Ils sont en train de démonter l'Ukraine. Tout va bien. Et Trump est dans son rêve, il est dans sa vérité alternative, il est sur une autre planète. Et il croit qu'il est en train d'emballer Poutine, alors que c'est le contraire. Et dans les actes concrets, les décisions concrètes, on voit bien que Poutine est en train de le démonter. Mais se peut-on qu'on ça... Au-delà de ça, hier sur notre antenne, Haro qui disait peut-être qu'on réfléchit trop justement en termes de guerre froide comme tout à l'heure. On est peut-être à une époque où les Russes et les Américains peuvent être de bons alliés, meilleurs peut-être qu'avec les Européens. Tout dépend de la Chine. C'est le grand facteur de l'équation. Le rapprochement russo-américain se passera si les relations avec la Russie et la Chine se détériorent. Oui. Si la relation avec la Chine et la Russie vont de mieux en mieux, les Américains resteront hostiles. Parce que le but, je pense, de l'administration Trump, c'est justement de sortir les Russes de l'axe sino-soviétique, sino-russe plutôt, et de les rapprocher d'eux pour isoler la Chine. C'est exactement ce que le président Nixon voulait faire. Et d'ailleurs, M. Trump était très proche du président Nixon à l'époque, l'a appelé un grand homme, un grand président. Pour nous, c'est limite sur nombreux tableaux. Pour nous, c'est terrible. Pour l'Europe de l'Ouest, cette idée que les Américains et les Russes puissent s'entendre, mais pas seulement avec Trump, au-delà même de Trump, plus profondément, qu'il y ait une forme de connivence qui se crée dans certains cercles, et puis économique, c'est très grave. Mais c'est une illusion complète de Trump. Qu'est-ce qui le fait croire que Poutine, qui est un vassal, un tributaire au sens mongol du terme, il paye tribut à la Chine, que la Chine le laissera changer de camp. Mais c'est une vue de l'esprit. Il y a 7 millions de Russes en Sibérie, 60 millions de Chinois juste en face. C'est vide de sens. Écoutez, là où vous avez raison, c'est que quand Nixon orchestre le divorce soviétique-chinois, en vérité, il ne fait qu'exploiter de profonds désaccords qui bouillonnaient sous la surface déjà. Et Kissinger et Nixon ne font que mettre le coup final là-dessus. Nous ne savons pas en vérité quels sont les dessous de la relation russo-chinoise aujourd'hui, mais je ne pense pas que c'est un pari si fou que ça. La Russie et la Chine ont 4000 km de frontières communes. Des milliers de possibles litiges et de conflits sur cette frontière. Une énorme bataille sur l'eau douce dans cette région, qui parfois peut se faire rare, et le lac Baïkal, qui est la plus grande réserve d'eau douce de la région, qui est contestée entre les deux. Et je pense qu'il y a moyen d'exploiter cette relation à l'avantage des Américains et de l'Occident, mais rien n'est garanti, bien sûr. Et la dernière fois que ça a été fait, comme je vous avais dit, c'était pas vraiment l'administration Nixon qui arrive à le faire, mais c'était plutôt les tensions entre les deux partis communistes de l'époque. On pourra avoir la chose drôle, c'est que la Chine agresse la Russie en Sibérie pour reprendre les terres perdues, 1,5 million de kilomètres carrés, dont 2 traités inégaux, et que Poutine appelle les États-Unis à la rescousse, et que Trump donc envoie ses soldats en Sibérie pour défendre la Russie. Alors il n'aura pas défendu l'Ukraine, mais il aura défendu la Russie. On peut continuer comme ça. Je suis sûr qu'on n'est pas à 6 étapes mentales dans l'esprit de Trump. On a l'impression que Trump, et pas seulement Trump, son équipe, Musk, Waltz,
même Rubio, les uns et les autres ne font que dire des choses aimables à l'égard de la Russie. Cette déclaration encore, il dit voilà, la Russie a l'avantage. Cette guerre ne devait pas se produire, mais elle s'est produite. Voilà où nous en sommes. Et en ce moment, il y a beaucoup d'armes pointées les unes vers les autres. Il aurait été difficile d'obtenir un cessez-le-feu sans aller un peu plus loin. La Russie a l'avantage, comme vous le savez. Elle a encerclé environ 2500 soldats, et ce n'est pas bien. Toujours, on a l'impression que chaque occasion qu'il a, il l'utilise pour flatter les Russes. C'est le contraire de la stratégie d'Obama. Obama qui avait dit, souvenez-vous, la Russie est une puissance régionale. Ils avaient profondément vexé les Russes ici. Trump est du pari inverse, il faut les flatter. Et je pense pour un pays comme la Russie, qui est une immensité géographique, historique, culturelle, il faut le dire, c'est plus comme ça qu'il faut apprécier la chose quand on est en négociation avec eux. Si on les vexe, si on les minimise, ça ne peut que les buter. Il faut être très ferme dans les faits. La rhétorique peut être plus flatteuse. Se peut-il qu'on soit, qu'on soit au-delà de ça? Parce qu'on a compris ce que vous nous dites sur la politique à court terme de Trump, sur les intérêts de Trump, les minerais, mais vous avez fait un livre sur Napoléon qui paraîtra bientôt en français. Il arrive qu'il y ait des renversements complets. Est-ce que Trump aujourd'hui est dans une logique impériale qui fait qu'il veut le Groenland, il veut le Panama, il veut le Canada, il a une toute autre visée que dans le passé avec les Russes, qu'en réalité il veut renverser la table complètement? Oui, et il n'y a aucune raison objective, c'est ça qui est terrible. Parce qu'à la limite, si Trump était brutal, vulgaire, etc., mais que c'était fondé sur un raisonnement, on dirait, ok, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais c'est comme ça. Mais là, c'est une absence de vision stratégique. Non, prendre le Groenland, ça a une logique. Non. Il y a le Groenland est riche en minerais, oui, ça a une logique. On peut avoir les minerais sans, nous, Européens, insulter le Danemark. Bien tranquille, on n'aime pas ça, mais il y a dans l'histoire des conquérants. Il peut avoir tout le minerai qu'il veut, il suffit de négocier, c'est pas obligé d'en faire un État. Mais fondamentalement, Trump, quand il dit, vous voyez, la Russie est en train de gagner et tout. Non. La Russie n'était pas en train de gagner avant qu'il arrive aux affaires. C'est lui qui donne la victoire à Poutine. Nuance, la Russie était dans les cordes et s'il en avait poussé très fort, s'il avait serré les vis, etc., il aurait été en position de force face à Poutine. C'est lui qui donne la victoire à Poutine. Il faut qu'il arrête de dire que les Russies allaient très bien. Non, je suis en désaccord avec le général là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie vision stratégique et d'ailleurs je pense que les commentateurs faisaient la même erreur quand on analysait sa stratégie politique. Et on pensait que c'était un peu du n'importe quoi, cette alliance entre les techno-kings et les Sandans des Appalaches, et on a vu le succès que cela a produit. Et je pense que la politique internationale de Trump, en vérité, est très claire. C'est une maximisation du pouvoir américain à travers le Panama, à travers le Groenland, qui peut d'ailleurs sont deux atouts très importants, un face à la Chine, un face à la Russie. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est le manque de consistance entre, par exemple, les aides ukrainiennes, où là, les Américains, clairement, n'en ont rien à faire, et l'attitude envers Israël, où là l'aide est constante et le support est total. Et ça, c'est assez très clairement une stratégie électorale parce que Trump pense alors soit à un troisième mandat qui serait en constitutionnel, soit au futur mandat de J.D. Vance, et ils savent que si le Parti républicain lâche la cause israélienne, c'est vraiment un enterrement politique pour eux. Prenons toutes les hypothèses. Il y a l'hypothèse, entre guillemets, noble pour Trump, qui est celle du visionnaire qui imagine des États-Unis très puissants, très conquérants en l'an 2050. Bon, voilà. Il y a l'autre hypothèse, à l'autre extrême, du Trump qui serait un agent russe. C'est ce que vous avez dit à plusieurs fois. Oui. Vous pensez ça vraiment? Oui, enfin, il se comporte comme un agent. Le vrai mot, c'est idiot utile. Voilà. Ça, c'est le terme technique de Lénine, c'est idiot utile. C'est pas un terme moral, c'est un terme de ressources humaines. C'est un critère de recrutement. Mais la preuve. Mais allez au bout là-dessus. C'est très important qu'on comprenne bien votre point de vue là-dessus. Ça veut dire qu'il fonctionne de fait comme une marionnette des Russes. Oui. Et entre guillemets, de bonne foi, parce qu'ils pensent comme ça. Mais ce que je disais, vous voyez, l'histoire de la puissance. On vous entend l'un et l'autre là-dessus. Comment peut-on vouloir plaider la puissance en lâchant les Européens, qui sont un élément de la puissance des États-Unis? Nous sommes un élément de la puissance des États-Unis. Pourquoi il larguerait comme ça? Il n'y a aucun calcul rationnel derrière. Donc la stratégie de Trump... Vous me rappelez, général, quand Pierre-Simon de Laplace présente son traité de mécanique céleste à l'empereur Napoléon, Napoléon dit, écoutez, monsieur Laplace, vous avez fait ce livre fantastique, vous décrivez tout ce qui fonctionne dans l'univers, le mouvement des planètes, des astres, etc. Vous ne faites pas une mention une seule fois de Dieu dedans. Et Laplace répond, sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Et je pense que c'est la même chose qu'on peut dire au général. On n'a pas besoin de l'hypothèse de l'idiot utile ou de l'espion russe. Il se comporte exactement comme les Américains veulent qu'il se comporte. C'est-à-dire, on s'en fout de l'Ukraine.
maximiser nos intérêts. Si on peut choper le Groenland, c'est tout bénef. Si on peut choper le Panama, ça nous aide dans une future guerre avec la Chine. Et qu'ici, en fait, il est en parfaite cohérence avec l'opinion publique américaine et avec ses promesses électorales. Il y a une vraie vision stratégique. Dans les faits, est-ce qu'on se couche devant Trump? Moi, je suis frappé de voir qu'il y a évidemment beaucoup d'agitation contre Trump. On découvrira plus tard dans la soirée des sondages très impressionnants où on voit que les Français sont inquiets. Beaucoup de Français considèrent que Trump nous mène au désordre général, peut-être à la guerre. Et en même temps, beaucoup se couchent devant Trump. Écoutez cette séquence extraordinaire. Rutte, c'est le secrétaire général de l'OTAN. Théoriquement, il représente tous les membres de l'OTAN, pas seulement les États-Unis. Mais il est là, un peu courtisan, dans le bureau ovale, et Trump le prend à témoin précisément sur l'affaire du Groenland. Écoutez comment il est un peu embêté. Greenland. Quelle est votre vision de l'annexion potentielle du Groenland? Eh bien, je pense que ça se produira et je pense juste. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi avant, mais je suis assis avec un homme qui pourrait jouer un rôle très important. Vous savez, Marc, nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Pas seulement pour la sécurité, mais pour l'international. Nous avons beaucoup de nos joueurs préférés qui naviguent autour de la côte et nous devons être prudents. Et nous allons en parler. Et c'est une question très importante, vraiment très importante. C'est un problème dans le Grand Nord, donc l'Arctique. S'agissant du Groenland et de rejoindre ou non les États-Unis, je vais rester en dehors de cette discussion parce que je ne veux pas diriger l'OTAN dans ce domaine. Mais quand il s'agit du Grand Nord et de l'Arctique, vous avez tout à fait raison. Voilà, la réaction, vous connaissez ce monde-là. Un qui a compris comment on se comporte dans le bureau ovale avec Donald Trump, quoi. Mais si vous avez des désaccords, gardez-les pour les salles de réunion où il n'y a pas la presse, mais essayez d'être en désaccord avec lui devant la presse du monde, vous allez le buter, ça va être la catastrophe, et Zelensky en est l'incarnation parfaite. Comme disait le général Georges Lain, le secrétaire général de l'OTAN, alors c'était pas à lui, à Rutte, qui faisait allusion, qui n'est ni secrétaire ni général. Ouais. Il est mal placé, Rutte. Alors en plus, il est néerlandais. Et s'il y a un pays qui était américano-lâtre, c'était bien les Pays-Bas. Alors ça évolue. Bon, mais voilà, il est gêné aux entournures et effectivement, et là quand même, Trump, c'est quand même quelqu'un de mal élevé parce qu'il profite d'être chez lui devant les caméras pour bahuter tout le monde, là, pour leur sortir des horreurs. Il sait très bien qu'on est trop poli pour répondre, ce qui lui permet de dire après, vous avez vu, c'est ignoble comme procédé, c'est nul. Il faut qu'on arrête d'aller à la Maison-Blanche, c'est tout. Il faut aller jusqu'où, d'après vous, dans la rupture? Certains le prônent, hein. On commence à entendre des gens dire il faut aller à la rupture avec les Américains. Je préfère laisser les adultes y penser. Je ne suis pas à cette place-là. Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais Macron. Ah, mais pardon, aussi loin que possible. L'instant d'hésitation est révélateur. C'est-à-dire, on se surchauffe et en réalité, qui prend des décisions diamétrales contre les Américains? Pour l'instant, personne. Il faut aller aussi loin que possible pour ce qui maximise nos intérêts nationaux. Ça veut dire quoi? Une dépendance militaire réduite. Alors en 10 ans, en 20 ans, ça sera sûrement même pas possible. Tel est l'état de nos armées aujourd'hui. Mais attendez, vous nous reparlez de dans 10 ans ou dans 20 ans. Trump est là maintenant. Si vos téléspectateurs s'entendent à une solution magique qui se passera en un an ou deux, que je rassure tout le monde, ça n'arrivera pas. Et tous les projets de réarmement sérieux sont des lois qui demandent un Parlement coopératif, une continuité présidentielle à travers plusieurs mandats, donc sûrement de partis différents, et des dizaines d'années de réarmement et de développement de processus industriels. Ça, c'est toute vraie solution, demande ça de base. De base. Et n'importe qui vous dit le contraire est un menteur. C'est quand même frappant, hein, parce qu'on dit Trump se trompe, ce qui est possible, ce qui est même probable sans doute, mais en même temps, il n'y a pas d'alternative. J'entends par exemple aucun Européen dire Trump ne le fait pas, nous, on va se battre, pardon. Vous aviez demandé depuis le début pour une no-fly zone, vous disiez oui, les Européens pourraient être plus courageux, no-fly zone sur le ciel d'Ukraine. Oui. Personne ne défend cette idée-là aujourd'hui, personne. Non. Pourquoi? Elle viendra d'elle-même si jamais il y a un déploiement en Ukraine. Alors on en parle beaucoup moins depuis une semaine, mais si jamais ça arrive, il y aura de fait une no-fly zone. On va entendre, puisque vous êtes tous les deux des passionnés d'histoire, la déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle a donné le ton, en quelque sorte, même de la profondeur historique. C'est vraiment une bataille de... Peut-être depuis 1945, on n'avait jamais vu ça. Quand elle dit, alors elle répond à Raphaël Glucksmann, mais on sent bien que c'est au-delà de ça, elle répond, entre guillemets, aux Français, en disant, vous les Français, si on n'avait pas été là, vous parleriez allemand. Écoutez-la. Un membre français du Parlement européen pense que les États-Unis ne représentent plus les valeurs de la Statue de la Liberté. Il veut que la Statue de la Liberté leur soit restituée. Le président Trump va-t-il renvoyer la Statue de la Liberté en France ?
Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien français de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. Il devrait manifester un peu plus de reconnaissance envers notre grand pays. Voilà, on notait elle a 27 ans comme vous, hein, Louis Sarkozy. Comme moi, monsieur et Merci de le souligner. Ouais, elle envoie. On est d'accord ou non avec elle, mais on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas directe. Ouais. Ah oui, la Statue de la Liberté, ils peuvent la garder, c'est là qu'elle est enterrée. Comme disait Tim Seat. Sur ce point-là, moi qui ai fait une académie militaire américaine, le point 2, on vous a sauvé des Allemands, on a gagné les 2 guerres mondiales, c'est ancré dans leur caractère. Ils nous le répètent constamment. Alors, à nos amis et à mes Américains, il serait quand même important de souligner que, pour la première, c'est l'armée française qui gagne la guerre et vous rentrez en 17, soit 1 an avant la fin de la guerre, et pour la deuxième, ils laissent la France tomber. La France chute, la plus grande catastrophe géopolitique peut-être du XXe siècle. Ils ne font rien. Et c'est après Pearl Harbor qui rentre finalement en guerre. Si n'est pas un message de parfaite cohérence avec l'isolationnisme de l'administration Trump, il n'en existe pas. Est-ce que ça trahit une pensée plus profonde? C'est-à-dire, moi j'ai été toujours frappé de voir que chez beaucoup de Russes, beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup d'Américains, cette idée que la France, et encore une fois ça n'enlève rien aux immenses mérites de la résistance ou de Gaulle, mais la France était de fait parmi les perdants. C'est un miracle si elle a été au Conseil de sécurité, membre permanent, c'est le miracle réussi grâce à De Gaulle. Cette idée-là chez eux, elle n'est pas tout à fait absente. Elle n'est pas tout à fait fausse. Je regrette de le dire, ça me fait de la peine de le dire, mais elle n'est pas entièrement fausse quand même.